Tout au long de l'histoire, chaque société a systématiquement écrasé ses plus grands esprits. Socrate a été empoisonné. Galilée a été emprisonné. Tesla est mort sans le sou. Pendant ce temps, ceux qui maintiennent le statu quo sont récompensés par la stabilité, la richesse et le pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est délibéré. Aujourd'hui, nous examinons la vérité inconfortable sur pourquoi les sociétés humaines sont structurées pour récompenser la médiocrité tout en supprimant activement la grandeur. La réponse révèle quelque chose de profond sur notre psychologie collective que peu sont prêts à affronter. Commençons par ce que nous entendons par médiocrité et grandeur. La médiocrité n'est pas nécessairement une mauvaise performance. C'est une performance moyenne. C'est répondre aux attentes sans les dépasser. C'est colorier sans dépasser les lignes. La grandeur, en revanche, implique de briser les conventions, de remettre en question les hypothèses et de repousser les limites. La grandeur perturbe. Les systèmes de récompense intégrés à nos institutions favorisent ceux qui maintiennent le statu quo. Réfléchissez-y, depuis l'école primaire, on nous apprend à suivre les règles, à respecter les délais et à accomplir les tâches assignées. Ceux qui s'y conforment reçoivent des étoiles d'or, de bonnes notes et des opportunités d'avancement. Le système fonctionne efficacement lorsque les gens agissent de manière prévisible. Ce modèle se poursuit à l'âge adulte. Dans la plupart des lieux de travail, les plus grandes récompenses vont à ceux qui exécutent bien les processus établis, et non à ceux qui remettent en question la nature fondamentale de ces processus. Nous avons tous entendu la phrase « Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici ». C'est le mantra de la préservation de la médiocrité. Examinons maintenant pourquoi cela se produit, en commençant par la psychologie évolutive. Les humains ont évolué en tant qu'animaux tribaux, où la cohésion du groupe signifiait la survie. Tout comportement qui menaçait la stabilité tribale pouvait mettre tout le monde en danger. Nos cerveaux ont développé de puissants mécanismes pour imposer la conformité, car, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'individu innovant était plus susceptible de faire tuer la tribu que de découvrir l'électricité. Cet instinct tribal se manifeste dans ce que les psychologues appellent le syndrome du pavot dominant, la tendance sociale à critiquer, attaquer ou rabaisser les personnes qui s'élèvent trop au-dessus des autres. Cela explique pourquoi nous ressentons souvent une satisfaction secrète lorsque des célébrités tombent de leur piédestal, ou pourquoi les innovateurs en milieu de travail font fréquemment face à une résistance inattendue. La stabilité des structures de pouvoir dépend également de la prévisibilité. Ceux qui occupent des positions d'influence ont atteint ce statut en maîtrisant le système actuel. Ils ont peu d'intérêt à accueillir des changements qui pourraient dévaluer leur expertise durement acquise ou menacer leur position. Lorsque Nicolas Copernic a suggéré que la Terre tournait autour du Soleil, il ne remettait pas seulement en question l'astronomie. Il menaçait la structure d'autorité de l'Église, construite sur une cosmologie géocentrique. La médiocrité offre autre chose que nous désirons profondément: la sécurité psychologique. Lorsque tout le monde performe à des niveaux similaires, nous évitons l'inconfort de la comparaison. Nous n'avons pas à faire face à nos limites. La présence de la grandeur force une auto-réflexion inconfortable. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui fonctionne à un niveau extraordinaire, cela remet en question notre concept de soi et crée une dissonance cognitive. Il est plus facile d'écarter l'exception que de reconsidérer notre potentiel. Les organisations écrasent systématiquement la grandeur par la bureaucratie. L'innovation nécessite l'expérimentation. L'expérimentation produit des échecs. Les bureaucraties sont spécifiquement conçues pour prévenir les échecs
en mettant en œuvre des processus standardisés. Plus il y a de formulaires à remplir, d'approbations à obtenir et de comités à convaincre, moins l'innovation véritable devient probable. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Vous voulez plus de perspectives comme celle-ci? Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre voyage philosophique. Considérez les systèmes éducatifs. Les écoles récompensent les étudiants qui complètent les devoirs selon des rubriques, atteignent les objectifs des tests standardisés et démontrent la maîtrise de matériel prédéterminé. Les étudiants qui poursuivent des intérêts tangentiels ou remettent en question des hypothèses fondamentales reçoivent souvent des notes plus basses malgré un engagement potentiellement plus profond. Même les universités, censées être des centres d'innovation, récompensent principalement la publication dans des revues établies qui renforcent les paradigmes existants. Ce modèle affecte également le développement technologique. Le capital risque afflue majoritairement vers des améliorations progressives de concepts éprouvés plutôt que vers des idées véritablement révolutionnaires. Il est plus sûr de financer la 10e application de livraison de nourriture que quelque chose qui pourrait fondamentalement remodeler la société. Les innovations vraiment transformatrices viennent souvent d'outsiders travaillant contre la résistance institutionnelle, pas de l'intérieur du système. Nos structures de récompense sont particulièrement efficaces pour étouffer la grandeur morale. Les plus grands leaders moraux de l'histoire, Gandhi, Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai, ont tous fait face à une immense opposition avant d'être finalement reconnus. Nous les célébrons maintenant, mais oublions comment la société les a traités lorsqu'ils ont d'abord défié les conventions. Nous aimons la grandeur morale rétrospectivement, mais la craignons en temps réel. Les médias sociaux ont intensifié cette dynamique. Les algorithmes qui déterminent la visibilité du contenu récompensent le matériel qui génère de l'engagement, ce qui signifie généralement du contenu qui renforce les croyances existantes plutôt que de les remettre en question. Les idées qui nous mettent à l'aise se propagent plus loin que les idées qui nous mettent mal à l'aise. Le marché des idées est devenu un concours de popularité plutôt qu'un mécanisme de recherche de la vérité. Même le langage perpétue ce modèle. Nous décrivons les penseurs non conventionnels comme bizarres, difficiles ou fauteurs de troubles. Nous qualifions les idées révolutionnaires de irréalistes, impraticables ou trop théoriques. Ces cadres linguistiques ne sont pas neutres. Ce sont des mécanismes de défense contre l'inconfort de rencontrer la grandeur. Le philosophe Friedrich Nietzsche a décrit cela comme la morale d'esclave, la tendance à redéfinir la grandeur comme un vice plutôt qu'une vertu. Nous nous disons que la personne extraordinaire doit être arrogante, déséquilibrée ou immorale d'une manière cachée. C'est plus facile que de reconnaître qu'il pourrait y avoir des niveaux de fonctionnement plus élevés que nous n'atteignons pas. Tout cela crée ce que j'appelle le piège de la médiocrité. Les institutions récompensent les comportements qui maintiennent le statu quo. Les individus au sein de ces institutions intériorisent ces récompenses et développent des attachements psychologiques à la médiocrité. Cela crée des systèmes auto-renforcés, résistants au changement ou à l'excellence. Mais il y a une profonde ironie ici. Alors que les sociétés suppriment systématiquement la grandeur en temps réel, elles la vénèrent simultanément rétrospectivement. Nous construisons des monuments aux innovateurs mêmes que nos systèmes auraient écrasés. Nous citons des révolutionnaires dans des salles de conférences conçues pour empêcher la révolution. Cette contradiction révèle notre ambivalence. Nous voulons les fruits de la grandeur sans la perturbation qu'elle cause. Comprendre ce modèle
ne signifie pas que nous devrions nous résigner à la médiocrité. Au contraire, cela aide à expliquer la résistance qui accompagne inévitablement l'innovation significative. La véritable grandeur a toujours nécessité de naviguer dans cette résistance, pas de l'éviter. Peut-être que la première étape vers la grandeur est simplement de reconnaître à quel point nos institutions, nos relations et même notre propre psyché sont structurées pour l'empêcher. Si les sociétés voulaient véritablement cultiver la grandeur plutôt que simplement la célébrer après coup, nous aurions besoin d'institutions fondamentalement différentes. Nous aurions besoin d'écoles qui récompensent le questionnement plutôt que la conformité, de lieux de travail qui privilégient l'innovation plutôt que la prévisibilité, et de structures sociales qui célèbrent la déviation positive. Jusque-là, la grandeur restera ce qu'elle a toujours été, l'exception qui confirme la règle. Et si notre peur de la grandeur était en réalité la peur de notre propre potentiel? Et si la médiocrité n'était pas notre état naturel, mais simplement notre état confortable? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles méritent d'être considérées. Car si la société peut récompenser la médiocrité, c'est la grandeur qui nous fait avancer. Et peut-être que comprendre pourquoi nous y résistons est la première étape pour l'embrasser.